Et oui, il y en a des beaux gestes, en tout cas, dans ce championnat national, des très beaux buts, des très belles actions. Vous l'avez vu, en tout cas, avec ce très très beau générique. Et comme vous le savez, nous sommes lundi, il est 18h et on se retrouve pour le débrief de la 29e journée du championnat national en direct en intégralité sur FFF TV. Votre rendez-vous 100% national, comme son nom l'indique. Salut Vincent, comment ça va? Bah ça va Manu, tous les lundis ça va impeccable. Le lundi, ça se passe super bien. Regardez derrière nous, il y a un très joli stade. C'est une part de l'âme, de l'histoire, on peut le dire, de notre football français. Le Stade Bauer qui va nous accompagner pour une émission. Vous allez le voir, on va beaucoup parler du Red Star. Le sommaire justement de cette émission, je vous en parlais Vincent, toutes les réactions, tous les buts de cette 29e journée qui a été marquée du saut du match nul. Vous allez comprendre d'ici quelques instants. L'entretien également de la semaine avec, on va garder l'identité du joueur qui va nous accompagner en direct aujourd'hui, puisque ce sera tout simplement le lauréat du trophée du meilleur joueur du mois de mars 2021. Et puis on a également beaucoup d'actualités à vous partager. Il s'en est passé des choses dans ce championnat national et notamment ce week-end. En attendant, 8 matchs se disputaient ce week-end sur FFF TV. On en parle tout de suite dans le tour des stades. 9 matchs étaient bien sûr au programme de cette 29e journée. 8 se sont disputés du fait notamment du report entre Orléans et Le Mans. À noter, je veux commencer à vous en parler, qu'il y a eu 7 matchs nuls et une seule victoire, celle du Sporting Club de Lyon. On file tout de suite bien sûr du côté de Bastia Borgo qui accueillait le FC Annecy. 9e match sans victoire pour le FC Bastia Borgo qui ne fait pas la meilleure opération dans la lutte pour le maintien contre un concurrent direct. Albert Cartier disait ne pas mériter mieux qu'un nul. Est-ce que c'est votre avis, Vincent? Ouais, en tout cas sur le match, alors il y avait énormément de vent, ça a quand même énormément compliqué la tâche des joueurs, en tout cas pour produire du jeu. Et puis Annecy en fait qui s'est déplacé avec une certaine confiance quand même et qui voulait forcément poursuivre sa belle série. Alors ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu Alfarella ou Spano marquer. Et c'est Escalès en fait qui les en a tout simplement empêchés. Et puis même si forcément c'est quand même une belle cartouche de gaspiller pour le Bastia Borgo, en tout cas ce nul ne les condamne pas encore et idem pour Annecy. Le complexe sportif de Borgo, vous le voyez, lorsqu'on commente, on peut voir tout simplement la mer au fond. Ça c'est quelque chose de très rassurant. On aimerait avoir la même chose nous en région parisienne. On revoit aussi un Geoffrey Durban qui s'est mis en évidence pendant cette rencontre. Geoffrey Durban justement qui après ce match, on est allé lui donner la parole, l'attaquant du FC Bastia Borgo de retour en national cette saison pour notre plus grand plaisir, il faut le dire. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on fait des belles prestations, mais malheureusement, il n'y a pas le but qui va avec, ou au moins, du moins, le but qui donne la victoire. C'est un peu frustrant, mais on lâche rien, on continue à bosser, malgré le départ de l'ancien coach et l'arrivée du nouveau coach. Donc, on travaille dur pour atteindre au plus vite ce maintien. Il y a encore ce facteur chance qu'il faut peut-être qu'il devrait tourner peut-être prochainement si on met tout en œuvre, mais ouais, et aussi d'être solide défensivement quoi. Je suis jamais allé aussi loin pour aller jouer au foot. Le fait que le Sébastien Borgo m'a contacté, déjà j'étais content, mais un peu parce que je connais pas la Corse, vivre loin de sa famille, c'est un peu compliqué. Mais j'ai pris le pari et puis le club Antoine Manueli, le coach, on m'a fait comprendre qu'ils me voulaient, ils m'ont bien accueilli, que ce soit le staff et les joueurs. Du coup, ouais, j'ai apprécié et je le vis super bien. Il y a un environnement qui fait qu'on peut bien s'entraîner. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et après, à titre personnel, avec Wilson Isidore, ouais, franchement, bonne entente, c'est un bon petit. Il a l'écoute. Je lui donne des conseils comme lui de temps en temps il peut m'en donner. Et ouais, franchement, on est on va dire comme des jumeaux, comme des frères, parce que même en dehors du foot, on est ensemble. Je vous en parlais tout à l'heure, le match bien sûr entre l'US Orléans et Le Mans FC a été reporté du fait de nombreux cas de Covid au sein du vestiaire de l'USO. On leur adresse toutes nos pensées en espérant bien sûr qu'ils sortent très rapidement de cette crise sanitaire. On enchaîne donc avec le match nul de Quevilly, Rouen Métropole à l'extérieur sur la pelouse du SO Cholet. QRM qui fait un pas de plus vers la Ligue 2, mais les hommes de Bruno Irles, Vincent, ont été bousculés dans le jeu. Ouais, bousculés. C'est vrai que au final, les plus frustrés seront certainement les Choletais, surtout qu'il y a eu une très très grosse dernière occasion déjà bien freinée par le maître qui fait un arrêt exceptionnel et puis derrière sauvé sur la ligne par Belcorchia. En tout cas,
c'est encore une fois, c'est ce point du match nul et le fait que personne n'ait gagné derrière. On voit certainement déjà Quevilly en Ligue 2 et Cholet n'a toujours pas dit au revoir, en tout cas, à cette troisième place. Mais il va falloir commencer maintenant à regoûter les 3 points de la victoire. Ouais, exactement. Hein. QRM, vous l'avez dit, Vincent, qui peut valider son ticket, bien sûr, et bien vers la Ligue 2 dès mercredi en cas de match nul, notamment entre Concarneau et le Red Star. Nicolas Lemaître, le gardien, notamment des 100 et or, prêté par le Stade de Reims, nous parle de son sentiment avant une semaine, ou pendant une semaine en tout cas, qui peut être déjà décisive. Voilà, écoute, après le match de Cholet, on a un petit peu de repos, donc ça permet de vraiment se relâcher avant d'attaquer les derniers matchs importants. Voilà, forcément, on est un peu euphorique, on a envie d'officialiser le truc parce que ça fait un petit moment qu'on a un petit matelas et qu'on aimerait bien valider la montée. Et voilà, on sait qu'en prenant encore quelques points, ça va y aller. Début de saison et mi-saison, ça tournait souvent à notre avantage en fin de match. Là, on a eu l'opportunité. C'est vrai que c'était un peu dans les deux camps. Cholet a eu l'occasion, on les a eu aussi. Bon, voilà, c'était un bon match, un bon match. Ouais, c'est vrai que c'est ma première expérience en tant que numéro 1. J'ai gravi un peu les échelons à Reims en arrivant jusqu'à numéro 2. C'est vrai que ça me tenait à cœur de découvrir ce poste de numéro 1 qui est, voilà, un poste particulier. C'est vrai que il faut s'habituer à jouer, à avoir du temps de jeu, à enchaîner les matchs, à enchaîner la concentration des matchs. Et c'est vrai que c'est très plaisant. C'est vrai que QRM m'a laissé cette opportunité et bon, je leur en suis vraiment reconnaissant, surtout qu'on fait une superbe saison. La superbe saison, bien sûr, de Nicolas Lemaître. La superbe saison, bien sûr, de Quevilly, Rouen Métropole. Un autre match nul, vous allez prendre l'habitude. Cette fois-ci, c'est entre l'US Concarneau et le FC 7. Un but partout. C'est Louis Carnot qui a ouvert la marque grâce à son premier but, d'ailleurs, en championnat national. C'était à l'heure de jeu. Wilfried Banajaba égalisait quelques minutes après. Un match nul qui a mis Stéphane Le Mignan en colère, mon cher Vincent. Et exactement. Surtout que ça fait quand même 7 matchs sans victoire à domicile. Ça commence à faire beaucoup pour lui et son groupe. C'est certainement ce qui leur coûte cette place de barragiste pour l'instant. Hein. Les Tonniers qui rentrent très bien pourtant dans le match, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça devient très 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 brouillon, mais vraiment brouillon. Et puis malgré tout, c'est eux qui arrivent quand même à ouvrir le score. L'égalisation certainement un petit peu trop rapide des Sétois en fait les remet un peu dans le flou. Alors c'est sûr que les Sétois eux par contre continuent leur petite opération maintien en continuant leur belle série, je crois de 7 ou 8 matchs sans défaite. Par contre pour le joueur de Concarneau, c'est à domicile qu'il va falloir aller chercher des points. Alors justement Vincent, vous qui avez une expérience d'ancien joueur, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à gagner à domicile comme l'US Concarneau comme ça arrive à l'US Concarneau en ce moment? C'est pas forcément évident, on sait pas ce qu'il y a dans la tête des joueurs, pourquoi ils n'arrivent pas à se libérer à domicile. Moi, je me souviens en fait d'un coach que j'ai eu dans un club, dans un de mes clubs. En fait, on gagnait pas à domicile et il a essayé une fois. Il nous a convoqués très tôt, on a fait collation et ensuite on a voyagé pendant 1h30 dans la ville pour nous faire croire qu'on était à l'extérieur. Ça a marché ce jour-là? On a gagné ce jour-là, mais après il l'a plus refait. Voilà, en tout cas, un petit tips pour Stéphane Le Mignan pour essayer de retrouver de la réussite à domicile. On a parlé de l'US Concarneau, parlons un petit peu du FC 7 et surtout de la belle révélation sétoise. Il s'appelle Steve Solvay. Il est suspendu pour le match, bien sûr, en retard qui va se disputer demain du côté de Boulogne et qui sera très important pour les Dauphins. Il nous parle, Steve Solvay, bien d'un match nul satisfaisant pour son équipe. Pour nous, le nul, c'est un très bon résultat à l'extérieur. Contre Concarneau, c'est une équipe, une très bonne équipe du national. Donc pour nous, je pense que c'est un bon résultat. Après, pour eux, ils ont essayé d'emballer le match. Nous, on a été costaud défensivement, même si ça a été compliqué en première. Mais je pense que le nul, c'est un bon résultat pour nous. On sait que Boulogne, c'est une équipe qui va essayer de nous poser des problèmes et eux aussi qui sont très mal. Donc voilà, faudra prendre des points et faire un bon résultat là-bas. Pour moi, on va dire ma deuxième partie de saison, elle est très bonne. Enfin, elle est bonne, je suis content. Mais ma première partie de saison, elle a été compliquée, comme je dis, avec le Covid, 3 semaines de Covid, avec les blessures. Voilà, ça a été une saison assez compliquée pour moi au début. Là, ça se termine bien. Il reste encore quelques matchs à jouer. Donc voilà, je suis concentré sur l'objectif du club et j'espère que ça va le faire pour le FC 7. Allez, c'est le moment, Vincent, de prendre des nouvelles du dauphin de Quevilly Métropole, le Sporting Club de Bastia, qui a concédé le match nul à 11-10 à Saint-Brieuc, un but partout. Devon Romil avait ouvert la marque à la demi-heure avant que Sébastien Salamonge ne vienne égaliser dans le temps additionnel de la première période des Bastiais, qui avaient raison de redouter ce déplacement du côté des Côtes-d'Armor. Ouais, parce que c'est jamais facile d'aller s'imposer à Saint-Brieuc. On le sait, c'est certainement l'équipe qui joue le mieux au football.
C'est Saint-Brieuc en fait qui a ouvert le score et puis tu l'as dit en fait ils ont assez rapidement se sont retrouvés rapidement à 10. Derrière ils ont énormément défendu avec beaucoup de cœur. Et puis d'un autre côté en fait le Sporting Club de Bastia qui prend mine de rien quand même 4 points sur les 6 possibles dans l'Ouest. Alors eux pareil tout comme Quevilly, vu que personne n'a gagné derrière et c'est quasiment pour eux déjà la montée en Ligue 2. Et on revoit bien sûr le but de Sébastien Salamon, j'en rappelle, les Bastiais qui étaient en déplacement du côté de la Bretagne tout au long de la semaine, qui ne sont pas rentrés du côté de Bastia et qui ont confirmé, vous l'avez dit Vincent, avec ces 4 points pris en une semaine, bien sûr, le Sporting qui continue son petit bonhomme de chemin vers la Ligue 2, de quoi satisfaire forcément Mathieu Chabert qui répondait aux questions de SCB TV. La physionomie du match fait que on a les opportunités, en deuxième mi-temps, on a deux grosses occasions pour passer devant. Après, il faut prendre du recul et se dire qu'on aurait signé pour faire une semaine à 4 points, avec 2 matchs très compliqués à l'extérieur. Donc, on va s'en contenter, on continue à avancer, ça c'est une bonne chose. On a su revenir au score, mais on n'a pas pu passer devant, tout simplement. Après, continuons à prendre des points et on aura une bonne nouvelle bientôt. On repart à demi satisfait, on veut toujours plus parce qu'on aurait aimé prendre 2 points de plus ce soir, mais bon, on va se contenter, on va se reposer un petit peu parce c'est notre 4e match en 3 jours aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc on va se reposer et bien se préparer pour le match de Lyon le lundi, je ne connais plus la date. Un match qui a été, on le sait, éclipsé par une annonce à l'issue de cette rencontre, le départ de Maxime Dornano, l'entraîneur de Saint-Brieuc, qui a été donc officialisé. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. Ce sera dans les news. Une autre rencontre, un autre match nul, c'est bien sûr entre Laval et Villefranche. Un match qui s'est décanté pourtant dans le dernier quart d'heure. Un match surtout où il ne fallait pas manquer ça. Il n'en est rien et ça va plutôt être un contre. C'est très bien fait parce qu'il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse, il y a du monde également dans la surface de réparation. Il y a la bonne défense derrière, mais quand même la tentative de frappe, c'est magnifique. Le 2e but pour Laval en 3 minutes. Oui, Moussa Sao a régalé Maxime Bonhomet et ça en aurait été de même bien sûr avec tous les commentateurs du championnat de national. Vincent, je le disais, Laval a mené 2-0 à un quart d'heure de la fin, mais Laval s'est fait rejoindre à 2 minutes pour finalement concéder le nul. Ouais, et puis ils auraient déjà pu ouvrir le score en première mi-temps, mais le jeune Caruso a stoppé le pénalty de Robinet. C'est plutôt Villefranche qui avait plutôt la maîtrise sans être réellement dangereux en première mi-temps, et puis ça s'est décanté surtout, tu le disais Manu, en seconde période où Laval a vraiment changé de fusil d'épaule, a vraiment dominé les Caladois jusqu'à mener 2-0. Et puis derrière certainement on a, comme nous en fait, on a cru aussi que le match était plié, certainement les Lavallois aussi. Ils ont un peu reculé. Les Caladois en ont profité, ont réduit assez rapidement le score. Et puis forcément, à force de reculer, de douter, on finit par encaisser le second but. Exactement, on a vu le but dédié bien sûr par Paul Arnold de Garita à sa maman et puis Rémi Bonenfant, la 88e minute de jeu qui est venu égaliser. Caruso, intéressant comme doublure bien sûr. Très bon le petit Caruso. Et ouais, qui a été vraiment excellent. Vincent, on a parlé, je vous ai montré le but hommage bien sûr à Thierry Henry de la part de Moussa Sao, l'ancien Nodonien qui n'avait pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs. Mieux que ça, Moussa Sao n'avait pas marqué depuis plus d'1 an et 3 mois très précisément. Il nous parle forcément de la joie retrouvée, celle de retrouver surtout les chemins défilés. Ça faisait longtemps, c'est vrai que ça faisait longtemps. Je suis pas trop un mec des buts, comme on dit. Donc bon, ouais, même si ça faisait longtemps que j'avais pas marqué, c'était pas que je l'attendais. Mais bon, je suis content d'avoir marqué quand même, ça fait toujours plaisir, je suis un attaquant. À 10 minutes de la fin, on mène, donc on se dit que, comme tout le monde, on se dit on va gagner. Mais après, on prend 2 buts sur des détails. Donc ouais, du coup, c'est frustrant parce que 10 minutes avant, on avait les 3 points, et à la fin du match, on a qu'1 point, quoi. Donc, je vais pas dire un manque d'expérience parce qu'on en a dans l'équipe, mais c'est un manque de gestion des émotions. On se dit on gagne 2-0 contre une équipe qui est, je crois, c'est l'équipe la plus en forme du moment. Il y a des détails pour regarder le score. Plutôt que de jouer comme eux, nous, on est une équipe joueuse. Le problème, c'est qu'à 2-0, on continue de jouer. Donc, ça peut nous réussir comme ça peut, là, nous coûter 2 points.
Moussa Sao qui valide complètement ce que vous nous expliquiez, bien sûr, Vincent, dans votre débriefing. Le match nul, un but partout pour le retour à la compétition de l'US Créteil-Lusitanos. On s'est récemment touché, notamment par la Covid-19. Vous avez eu la chance, Vincent, puisque vous étiez aux premières loges, d'assister à une nouvelle masterclass de monsieur Stéphane Véron. Allez, on laisse le corner, ouais. Guillaume Cousse, deuxième poteau. C'est repoussé, mais ça va revenir avec la frappe, elle est belle! Cette frappe de Tanard et une nouvelle parade de Stéphane Véron. Eh oui, on aime les claquettements opposés dans cette émission. Vous en avez pris maintenant l'habitude, Vincent. Vous étiez au stade samedi. Qu'est-ce que vous retenez justement du contenu proposé par ces deux équipes? On avait l'impression en fait de voir un Bourg aussi une équipe très en confiance, en fait plutôt force tranquille, même si Pancrate a failli ouvrir le score tout de suite et si sa tête ne s'était pas écrasée sur le poteau, le match aurait été sans doute différent. En tous les cas, les Burgiens ont plutôt dominé territorialement, mais sans réellement pouvoir déstabiliser cette défense cristolienne. Et puis en seconde période, en fait, il y a eu cette ouverture du score de Karchi. Derrière, en fait, il y a eu aussi cette égalisation de Sangaré qui était rentré pas longtemps avant. D'ailleurs, le beau coup de Manu Dacosta, qui coup sur coup a fait rentrer 3 offensifs. Et là, le match s'est complètement emballé. On a vu des occasions, en tout cas des très très grosses situations des deux côtés. Je pense que le sentiment en fait que les deux coachs pouvaient avoir. Alors, je suis pas dans leur tête, mais à la fin du match, moi, si j'avais été coach, en fait, j'aurais eu ce petit sentiment partagé entre frustration et satisfaction. Eh ben, vous êtes pas très loin parce qu'on va les écouter justement les deux entraîneurs. Vous l'avez dit, c'était la première sur le banc pour Manu Dacosta, sur le banc bien sûr de l'USCL, l'ancien coach de QRM, l'ancien coach aussi du Sporting Club Lyon, qui répondait aux questions de François Poulet à l'issue de cette rencontre. Dans la situation où nous sommes, c'est plus facile de se cacher et de baisser la tête lorsque le scénario n'est pas en votre faveur. Et malgré tout, justement, lorsqu'on a concédé le but, on a vu une équipe beaucoup plus conquérante, avec du caractère, avec la volonté d'aller de l'avant, se créer des occasions. Donc c'est ce que j'aime, c'est ce que je souhaite. Donc voilà, on les félicite. Et puis surtout, il faut pas que cette frustration prenne le dessus sur ce que l'on a bien fait. Non, je suis très heureux de retrouver un banc, évidemment, parce que c'est ma drogue. Le terrain me manquait beaucoup trop. J'ai mes enfants et ma femme qui en avaient marre de me voir tourner à la maison et de voir des vidéos de matchs uruguayens ou turcs ou n'importe quel pays. Mais voilà, je sais, quand on est autant passionné, quand on est drogué comme ça du foot, on est très heureux de pouvoir être sur le terrain et partager tout cela. Donc voilà, c'est un challenge stimulant, excitant. On va pas attendre les décisions de la Fédé par rapport aux descentes. Après Manu Dacosta, François Poulet est allé tout de suite bien sûr à la rencontre d'Alain Pochat, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse-Péronat, le coach burgien qui n'était qu'à 2 minutes d'une sacrée opération au championnat. Bon, il y a peut-être quand même un petit peu de frustration parce que je pense que quand on est comme ça si proche de prendre les 3 points, si précieux en ce moment, voilà, dans le fait d'atteindre ces fameux 40 points du maintien, là on aurait pu valider vraiment quelque chose de très intéressant pour la suite et vivre une fin de championnat un peu plus sereine. À 3 minutes de la fin, je vous aurais dit, vu les résultats de ce soir, je vous aurais dit on aurait pu, parce qu'en plus on reçoit Orléans le week-end prochain, donc du coup on aurait pu se dire on était à 2 points d'Orléans à 3 minutes de la fin, mais malheureusement on est un peu plus loin, donc il nous reste des points encore à prendre pour rester à la bonne place sans qu'on soit dépendant de qui que ce soit ou une décision de la Fédé, descente, pas descente. Donc l'idée c'est de prendre les points pour repartir l'année prochaine en national, ça sera déjà un bon point de prix. Il y a eu un autre 0-0 dans cette 29e journée. C'était lors du match, bien sûr, entre l'US Avranches-Mont-Saint-Michel et l'US Boulogne-Côte-d'Opale. Excusez-moi, je le disais, des nordistes qui ont retrouvé, Vincent, des couleurs, mais qui ont encore pêché dans le dernier geste. Exactement. Alors, du côté avranchiné, en fait, après ces 2 victoires face au Red Star et au Sporting Club de Bastia, c'est vrai que je pense que tous là-bas, du côté d'Avranches, s'attendaient à un tout autre match. Peut-être que sur ce match, Béliard, par ses courses, son abattage devant, aurait fait certainement du bien, mais on sait qu'il a été touché dans la semaine et qu'il a été un peu préservé. Il y a eu dans ce match au final 2 très grosses occasions, une de chaque côté. Élugier et Brice Cognard en fait ont stoppé ces actions. Alors c'est vrai que Boulogne dans le jeu en fait ont posé énormément de problèmes aux Avranchinais. Tu l'as dit Manu, c'est vrai que leur seul problème aujourd'hui,
parce que ça reste quand même pour moi une belle équipe. Leur seul problème, c'est qu'ils ne marquent pas, et quand on marque pas, malheureusement, alors là, ça fait 0-0, mais on n'est jamais à l'abri d'en prendre un. Exactement, et félicitations, vous l'avez fait, Vincent, pour Luigi et bien sûr et Cognard, les garçons qui étaient numéro 2, qui étaient titulaires ce week-end et qui ont en tout cas justifié pleinement leur place. On reste bien sûr concentré sur Avranches, puisqu'on est allé à la rencontre d'un ancien Strasbourgeois. Il s'appelle Asdine Ounahi et il nous a fait le plaisir de venir nous commenter ce résultat. On a voulu enchaîner après les 2 victoires contre le Red Star et le Bastia. On a voulu de mettre le rythme qu'on voulait dans ce match-là, mais on n'a pas réussi. Voilà, c'est à l'image de notre saison. On prend pas des points contre les mal classés. Et si aujourd'hui on n'est pas dans le top 5 de championnat, c'est uniquement pour ça. En ce moment, dans le but, on marque pas assez. Et je me mets dedans aussi. Et voilà, il faut que je progresse aussi offensivement, que je sois plus tueur pour l'équipe et pour moi. Je prends vraiment du plaisir avec ce coach-là parce que vraiment il me donne la liberté de jouer, et il me laisse la liberté de se déplacer entre les lignes, de jouer en 10. Des fois, comme les matchs, des fois, je joue excentré gauche. Et franchement, je fais un bon choix de rebondir à Avranches. Il prend du plaisir, Asdine Ounahi. Il en donne aussi également. Vous avez montré l'une de ses belles réalisations. C'était dans les toutes premières éditions du débrief. Allez, on y arrive enfin. On va vous parler de la seule et unique victoire dans le cadre de cette 29e journée. C'était dimanche soir. Le Sporting Club de Lyon de Nicolas Lebellec s'est offert le Red Star grâce notamment à ce but d'Ivan Botella et qui était bien sûr très bien commenté par Hugo Galliatoto et Nassim Akroua. Oh, attention avec cette mauvaise passe, Botella qui est parti, attention, ils sont 2 Lyonnais. Botella balle au pied, Botella qui rentre dans la surface de réparation, Botella. Le geste de buteur pour Ivan Botella, l'errement défensif aussi également du Red Star qui coûte très 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 cher Vincent ce week-end. Ouais, alors Nicolas Lebellec, en tout cas sur ce match, il avait annoncé dans la semaine qu'il allait faire jouer des guerriers. Il a complètement changé de fusil d'épaule aussi, Nicolas Lebellec, en se disant que bon voilà, depuis le début de saison, ils produisent beaucoup de jeux, mais c'est très peu récompensé. Aujourd'hui, il avait choisi en fait de jouer plutôt en contre. D'aller presser très haut, d'aller couper justement les transmissions défensives sur le milieu de terrain odonien et notamment chez Ndoye. Ça a très bien fonctionné. Ils ont à chaque fois récupéré sur les 2 buts, ils ont récupéré le ballon très très haut. Alors évidemment sur des erreurs défensives, mais on dira toujours que l'erreur en fait elle est possible que si derrière on presse. Et là c'est ce qui s'est passé. Derrière les Lyonnais ont été récompensés face à une équipe odonienne, je dirais, qui avait l'air fatiguée. Ouais, qui avait l'air fatigué. Est-ce que c'est une fatigue morale? Est-ce que c'est une fatigue, bien sûr, physique? On rappellera que les Odoniens ont encore touché le poteau. Vous l'avez vu, bien sûr, sur ces images. Bref, c'était surtout une nouvelle occasion manquée pour les Odoniens qui ont été dans le contenu quand même assez inquiétant à l'issue de cette rencontre. Vincent Bordeaux, l'entraîneur du Red Star, n'a pas mâché ses mots au micro de SCL TV. Morceau choisi. Mais bon, c'est trop light pour une équipe ambitieuse qui veut aller chercher la 3e place. On peut pas se permettre de jouer ainsi, sans rythme, sans intensité, sans générosité, sans rien. Et quand on met pas ces ingrédients-là, on peut jouer des heures. Ça change pas grand-chose. C'est surtout l'intensité qu'on met dans nos prises de balles, dans nos intentions de jeu, qui est nulle, c'est catastrophique. Donc ça se dépasse à 2 à l'heure sur une équipe qui vient nous serrer. C'est sûr qu'on a plus de risques de perdre le ballon et d'être en difficulté. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pas une question de physique, c'est une question à un moment donné arrêter d'avoir peur, de se faire des passes, de prendre des initiatives, de proposer des choses. Parce que là, si on peut pas ne rien proposer et dire qu'après c'est la fatigue, ça serait trop facile. Entre les paroles de dire faut y aller et aller sur le terrain, il y a une grande marge. Donc c'est ça qui me soucie plus. C'est des joueurs qui se cachent, des joueurs qui prennent pas d'initiative, Vincent, déjà, on a une réponse par rapport à l'argument, bien sûr, du physique. Vincent Bordeaux y a répondu hier en conférence de presse. On dit souvent que les entraîneurs et les joueurs en football font beaucoup dans la langue de bois. C'était pas le cas hier soir.
Non, puis quelque part, c'est vrai que c'est vrai qu'il a raison. Quand on joue une montée en Ligue 2, même si je disais j'ai senti fatigué, même quand on est fatigué, on essaye d'aller chercher des ressources parce que c'est un challenge en fait qui est pas donné à tout le monde de pouvoir remonter en Ligue 2. Donc forcément dans les têtes, ça doit être différent. On doit être vraiment conquérant, on doit être vraiment avoir un esprit guerrier, tenter des choses, être serein. Et là, c'est vrai que Vincent Bordeaux, il était énervé et je peux comprendre parce que quand on est coach, et on le dit souvent, le métier de coach est très difficile. Et je me souviens d'une phrase de Karim Mokedem qui disait, moi, quand les joueurs viennent me voir et me disent, coach, je suis pas en confiance. Karim Mokedem disait, ouais, mais moi, mec, je te mets sur le terrain. Donc, t'as ma confiance et t'as mon destin entre tes mains. Exactement. Et c'est bien de le rappeler. On rappelle que le Red Star aura un match en retard très important. Ce sera ce mercredi du côté du stade Guy Piriou face à Concarneau. Et là, la victoire, elle sera obligatoire, Vincent, pour espérer monter. Ah bah oui, elle est forcément obligatoire, surtout que Concarneau, du coup, c'est devenu quand même un concurrent direct. Il faudrait pas qu'il se réveille ce jour-là. Exactement. On jette un petit coup d'œil justement sur le classement. Vous allez mieux comprendre les enjeux des matchs en retard, notamment de cette semaine. QRM leader, 1 point d'avance sur le Sporting Club de Bastia. Les deux équipes comptent maintenant le même nombre de matchs joués et peuvent valider leur montée dès cette semaine. Orléans, qui n'a pas joué ce week-end, est 3e à égalité de points avec Villefranche et Saint-Brieuc, qui comptent un match en plus. Et puis, je vous le disais, le Red Star et Concarneau, respectivement 7e et 8e, s'affrontent mercredi en match en retard. Le vainqueur pourrait remonter sur le podium. Et puis on jette un coup d'œil aussi à la deuxième moitié de classement. Créteil, qui compte 2 matchs en retard, a glissé à la 15e place. On notera que Boulogne-sur-Mer est à 8 points de la sortie de la zone rouge, mais toujours avec 3 matchs en retard. Avant d'aborder l'actualité de ce championnat de national, l'actualité chargée d'ailleurs de ce week-end, vous deviez, chers amis amoureux du championnat national, voter pour ce qui était pour vous le meilleur joueur du mois de mars 2021. C'est l'heure des résultats, c'est l'heure de l'annonce. Trois noms vous étaient proposés depuis le précédent débrief. 3 noms sélectionnés à partir des notes données par chaque journaliste de FFF TV sur tous les matchs commentés tout au long du mois. Vous aviez jusqu'à vendredi pour exprimer votre vote. Une décision constituée à 50% par le vote du public et à 50% par le vote des entraîneurs. Alors qui d'Andrew Young, Tristan Boubaya ou Mehdi Boudjema a reçu le plus de suffrages? Je propose de regarder tout de suite. Tristan Boubaya l'emporte avec 38,5% des suffrages. Ça, c'est la moyenne qui est faite, bien sûr, sur le vote des entraîneurs, le vote qui était disponible sur la page Championnat National sur Facebook et la page aussi également Twitter. On voit, Vincent, que c'est très très serré entre Tristan Boubaya, Andrew Young et Mehdi Boudjema. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le vote des entraîneurs. 50%, c'est-à-dire 9 entraîneurs sur les 18, bien sûr, en activité, ont voté pour Tristan Boubaya. On regardera aussi que Andrew Young avait gagné les votes Facebook, mais c'était entre guillemets les votes avec le moins de suffrages exprimés. Et ça a été aussi également la razzia pour Mehdi Boudjema au niveau des votes Twitter, 46%. Mais une décision qui s'est faite en tout cas au niveau des votes des entraîneurs. Ça tombe bien parce que il est avec nous, monsieur Tristan Boubaya. Il est en duplex bien sûr depuis Concarneau pour évoquer ce titre, certes honorifique, mais une belle récompense quand même. Salut Tristan, comment vas-tu déjà? Et surtout, quelle a été ta réaction en apprenant cette nouvelle? À quoi as-tu pensé? À vrai dire, j'étais surpris. Déjà, être nommé, c'était un peu une surprise, mais être nommé avec les deux joueurs comme Andrew et Mehdi, c'était déjà une fierté, quoi. Et gagner, être élu meilleur joueur, ça fait toujours plaisir face à de tels joueurs, quoi. Quel joli mois de mars quand même tu nous as offert. Il y a eu ce but magnifique contre Bastia sur la pelouse d'Armand Cesari et bien sûr des performances aussi XXL contre les gros de ce championnat. Est-ce que c'est ça qui a compté selon toi? Déjà, si personnellement j'ai fait des bonnes prestations, c'est grâce à mes coéquipiers déjà. Donc déjà on a fait un début de mars très solide et après les équipes du haut de tableau nous correspondent parce qu'on est quand même un bloc assez bas et un peu en transition, donc moi j'aime bien me projeter, donc c'est des équipes qui me vont très très bien. Après c'est sûr que le fin du mois, on a joué des équipes un peu comme Villefranche et Bourg qui jouent un peu au ballon, donc on a eu un peu plus de mal. Donc c'est sûr que c'est des équipes qui me correspondent dans tout ce qui est jeu de transition, défendre et aller vite vers l'avant, quoi. On t'avait découvert, nous, avec Manu en national à Épinal en 2012. Il t'avait fait une saison remarquable. Tu nous avais impressionné. Enfin, aussi bien en championnat que coupe. Et pourtant, c'est que ta 3e saison à ce niveau. Comment ça se fait? C'est sûr qu'après ma saison à Épinal, moi j'ai eu quelques appels d'agents et de clubs
niveau N1 voire Ligue 2, Ligue 2. Après jusqu'à début juillet, je me suis retrouvé sans club et donc au final après moi je me débrouille tout seul et après j'avais quelques relations dans l'Ouest, donc du coup je signe à Fontenay-le-Comte en N2. Donc c'est vrai que après une saison comme j'avais faite à Épinal, j'étais quand même vraiment déçu de redescendre d'un niveau. Ouais, c'était une déception après une année où je pense que j'avais fait mes matchs en national et en Coupe de France, j'avais montré que même contre des équipes de niveau supérieur, j'avais le potentiel, quoi. Alors, tu as signé du côté de Concarneau cet été et tu as retrouvé un stade, le stade Guy Piriou, qui t'a souvent réussi par le passé. On se rappelle notamment que tu avais validé 2 montées en nationale à Guy Piriou avant de jouer à Concarneau, du coup. Ouais, exactement, parce que juste avant Épinal à Carquefou, on fait la montée, le dernier match à Guy Piriou. Donc le vestiaire, on le connaît bien, on fait un match nul 0-0, on le fait. Et après 4 années plus tard avec les Herbiers, où on joue la montée avec Concarneau, où c'était juste à 5 journées avant la fin, où on gagne 3-1 et on leur met un coup de massue au niveau de la motivation, la motivation eux et nous ça nous booste. Donc au final après on monte. Donc c'est vrai que ouais, la Ligue Guy Piriou en plus c'est un stade où il y a une atmosphère qui me correspond un peu à l'anglaise, par rapport à mon jeu de box to box, c'est ce qui me correspond, quoi. C'est d'ailleurs marrant, parce que plusieurs saisons d'affilée, en fait, ton nom a été cité du côté de Concarneau et on se disait, en fait, au moment où tu as signé, en fait, que ce club te ressemblait beaucoup. Est-ce que c'est pour toi une évidence? Ouais, c'est un club familial, donc moi je suis un mec assez ouvert et moi quand je signe dans un club, c'est pour me donner à fond et sur le terrain, même si techniquement je suis un peu moins bien, j'aime quand même me donner à fond au niveau de l'effort. Donc et les gens aux alentours, ils aiment ça. Donc ouais, c'est sûr que c'est vraiment un club qui me correspond, quoi. Alors Vincent parlait de ton passage du côté d'Épinal tout à l'heure. C'est d'ailleurs la seule fois que tu as quitté le Grand Ouest, on va dire, de ta carrière, mais aussi également de ta vie. Qu'est-ce que ça dit, ça, justement, sur ta personnalité? C'est sûr que moi, je suis un mec de l'Ouest. J'aime bien la mer. Donc après, étant formé à Nantes, j'étais resté aux alentours de Nantes et j'avais mes amis qui étaient là-bas. Moi, ma famille est de Saint-Malo, du coup, breton pur souche, quoi. Du coup, j'étais parti 1 an à Épinal. C'était une expérience que je regrette pas du tout parce qu'il y a un super effectif et ils m'ont bien accueilli. Après, c'est sûr que l'été à Épinal, il fait chaud et on n'a pas la mer. L'hiver, il fait très très froid. En plus, on a eu un hiver où il y avait 3 mois de neige, donc très très compliqué. Moi, c'est pas une région qui me correspond, l'Est. Donc du coup, vu qu'on descendait, je comptais pas rester en N2 à Épinal. Donc moi, si c'était pour revenir en N2, c'était forcément dans l'Ouest, en fait. Donc après, si c'était un niveau au-dessus, j'allais avoir, il y avait aucun souci sur la destination, mais ouais, c'est sûr qu'en N2 c'était resté dans l'Ouest. Et là, cette année, si c'était N1, j'aurais pu encore choisir une autre destination, mais là, c'est trouvé que Concarneau, ça s'est fait assez rapidement, quoi. Tout à l'heure, on parlait de cette saison 2013 justement et ce parcours en Coupe de France où tu mets quand même un doublé contre Lyon, c'est pas rien. Ouais. Et ensuite, tu élimines ton club formateur, Nantes. Est-ce que je pense que c'est ton plus beau souvenir? Ouais, en plus, on avait un groupe de copains, donc ouais, c'est vraiment un bon souvenir. Lyon, l'ambiance. On fait 2 matchs à domicile, Lyon et Nantes, où il y avait une super ambiance. Et après, moi, ce que je garde quand même en souvenir, on a eu la chance d'aller à Bollaert et jouer devant le COP. Et nous, il y avait 2-3 000 de supporters d'Épinal qui étaient venus. Du coup, il y avait une super ambiance. Et même si on avait perdu, pour moi, c'est peut-être un peu plus haut que Lyon, quoi, au niveau des souvenirs au Bollaert. Bon Tristan, toujours un plaisir bien sûr d'évoquer tous ces beaux souvenirs avec toi, parce que ça fait quelques années qu'on a l'habitude de te côtoyer. Mais comme nous, t'as vieilli, et ça t'as plutôt mieux vieilli que nous d'ailleurs, on pourrait le dire ainsi. T'as pris en responsabilité bien sûr ces dernières années, capitaine de la réserve notamment du côté de Lorient l'an dernier, et puis cette année, on le sait, tu es l'un des relais de Stéphane Le Mignan sur le terrain. Est-ce que ça te plaît justement ce nouveau rôle, ce rôle de leader?
Ah oui, c'est sûr que moi je suis un mec d'assez ouvert, donc moi relayer les infos et moi la relation entre les anciens et les jeunes, j'arrive bien à gérer. Et surtout que là pendant 3 ans à Lorient, j'avais des jeunes, ils avaient 20 ans, de 18 à 21 ans, donc c'est une nouvelle génération, ils ont des comportements complètement différents à ce qu'on avait nous étant jeunes. Du coup là, c'est ce qui est bien à Concarneau, c'est qu'au final, moi, j'ai les anciens ou c'est ma génération que on a les mêmes sujets de conversation. Et sachant qu'il y a les jeunes, du coup, moi, j'ai fait 3 ans Lorient avec ces jeunes que je connais un peu leur comportement. Donc, du coup, j'essaye de faire le relais avec déjà les deux générations. Et avec le coach, on a une philosophie de jeu qui match, quoi. Du coup, sachant qu'à Lorient, le coach de la réserve a un peu la même philosophie de jeu, donc du coup, il cherche avec moi à relayer ce qu'il veut inculquer niveau football sur le terrain, quoi. On disait tout à l'heure en fait que la période actuelle elle est un peu plus compliquée pour vous. Malgré tout, c'est quand même une très bonne saison que vous réalisez. Stéphane Mignon était d'ailleurs très très énervé vendredi soir, mais malgré tous les changements qu'il y a eu à l'intersaison, comment t'expliques que ça marche quand même aussi bien? Déjà, à l'entraînement, on travaille beaucoup niveau stratégie, niveau position des joueurs offensivement et défensivement. On travaille beaucoup par rapport à ça. Après, je pense que même techniquement, on doit encore plus travailler puisque techniquement, on a beaucoup de déchets. Mais c'est sûr je pense qu'on a beaucoup travaillé. On a eu 8 semaines de prépa, donc on a beaucoup travaillé et on a essayé de prendre un peu d'avance niveau stratégie, niveau de position de jeu sur le terrain. Donc, et en national, une fois que tu es solide et que offensivement, tu as des positions assez claires, c'est sûr qu'on a des bons résultats, quoi. Tristan, on est à 5 journées de la fin. Et oui, c'est bientôt la fin de cette saison 2020-2021. Il y a un match retard pour l'US Concarneau avec la réception, bien sûr, du Red Star. Ce sera ce mercredi. Vous n'êtes qu'à 2 points de la 3e place occupée par Orléans. Est-ce qu'on y pense un petit peu au sein du vestiaire à cette place de barragiste? Est-ce qu'on ose en parler un petit peu? Après, nous, c'est valider le maintien. On va dire qu'on a encore 2 points à valider. Après, c'est sûr que là, vu le résultat de Red Star hier, où ils ont perdu contre le Sporting, ça nous montre que chaque match, on peut pas deviner le résultat. Là, ça fait 3 matchs où on a joué des équipes au niveau classement inférieur, et du coup, on a eu qu'1 point sur 9. Et alors qu'on avait joué des gros et on avait pris beaucoup de points. Donc c'est sûr. Après, le Red Star, c'est voilà, si on gagne, on passe 3e. Si on peut s'offrir une course pour les barrages, tant mieux. Après, si on perd, ça voudra bien dire qu'on sera pas dans la course, qu'au final, ça se tient tellement à peu de points que on peut jouer toujours les barrages, même si on perd mercredi, quoi. Mais c'est sûr que c'est une belle affiche. On a bien compris, hein. La réponse est ni oui ni non, bien évidemment. Et à la 34e journée, on aura bien sûr une réponse définitive. Merci beaucoup, Tristan, d'être venu discuter avec nous, d'être venu parler de cette carrière. Félicitations encore pour ce titre du joueur du mois de mars 2021. C'est amplement mérité. Ça marche, merci beaucoup. On a une pensée bien évidemment pour Androuillon, pour Mehdi Boudjema. Ça a été très 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 serré au niveau des résultats, de joueurs qui nous régalent depuis le début de cette saison 2020-2021. Peut-être seront-ils primés sur le prochain mois. Il y a des chances. Ou peut-être seront-ils primés à l'issue de cette saison, bien sûr, lors des trophées du national. C'est la fin, bien sûr, de cet entretien. C'est pas la fin du débrief parce qu'on a beaucoup d'actualités à vous partager et sur lesquelles vous faire réagir surtout. Trois infos ont émaillé, on peut le dire, l'actualité du championnat national le week-end dernier, mais aussi également la semaine passée. Le gros buzz, on en parlait tout à l'heure lors du tour des stades, c'est bien sûr le départ de Maxime Dornano qui quitte le stade briochin. L'info a été officialisée juste après la rencontre contre Bastia ce vendredi. Un message parvenu vendredi à 22h45 où Maxime Dornano a évoqué le plaisir d'avoir été l'entraîneur des Griffons pendant 4 ans, tout en reconnaissant un timing surprenant. Il s'agit, selon ses mots, dans ce communiqué, d'un choix sportif et non personnel.
personnel. Alors Guillaume Alanou, le directeur général de Saint-Brieuc, a expliqué ce matin à Ouest France que la raison du départ de son entraîneur n'avait aucun lien avec une quelconque dispute ou un désaccord entre Maxime Dornano et le Stade briochin. Maxime Dornano qui avait pris du recul avec l'animation des entraînements ces 2 dernières semaines, laissant la place à son adjoint qui sera d'ailleurs chargé de sa succession. Il s'agit de David Le Goff qui a prévenu Maxime Dornano, ses joueurs à la collation peu avant le match contre Bastia, qu'il s'agirait bien de son ultime présence sur le banc du Stade briochin. On ajoutera que le timing de cette annonce surprend parce que le Stade briochin a sans doute encore une carte à jouer en vue du barrage. On ajoutera aussi que ni le Stade briochin ni Maxime Dornano, contactés hier par téléphone, n'ont souhaité répondre à nos questions, n'ont souhaité s'exprimer sur cette affaire. Vincent, votre sentiment sur cette nouvelle à laquelle il faut dire peu s'attendait. Bah écoute Manu, je t'ai écouté attentivement sur toutes les raisons potentielles de son départ, puisqu'on évoque aucune dispute au sein du club, puisque c'est pas un choix personnel. Peut-être que vu le travail que Maxime Dornano a effectué à Saint-Brieuc depuis son arrivée, il y a de fortes chances qu'il soit déjà, mon humble avis, convoité par des clubs certainement un peu plus huppés. Oui, en effet, Vincent, c'est l'un des coachs qui s'est mis en valeur. Ça a été l'une des belles surprises, en tout cas, de cette saison 2020-2021, Maxime Dornano. Très souvent, quand on discute avec les autres coachs, son travail est mis en lumière. Ah ouais, non, mais clairement, on le dit à chaque débrief, à chaque fois que Saint-Brieuc joue contre une équipe, bien souvent, quand on écoute l'interview ou quand on lit les interviews des coachs, à chaque fois, ils ont souligné, en fait, la qualité de jeu de cette équipe de Saint-Brieuc. Et forcément, en fait, c'est forcément Maxime Dornano qui a recruté ses joueurs parce qu'il a une certaine philosophie de jeu. Il les a recrutés en fonction de ce qu'il aime faire et ça a super bien marché. Et c'est vrai que cette équipe, elle est toujours très plaisante à regarder jouer. David Le Goff, on l'aperçoit sur ce plan, c'est bien sûr l'adjoint de Maxime Dornano. C'est désormais le numéro 1 du côté du Stade briochin. On restera connecté, bien évidemment, pour vous donner les prochaines informations, puisque je vous le rappelle, pour l'heure, ni le Stade briochin ni Maxime Dornano ont décidé de communiquer sur cette annonce. On en saura peut-être plus dans les jours qui viennent et c'est pour ça qu'il faudra rester connecté sur le débrief. Vincent, la deuxième info, elle n'est pas forcément heureuse, quoique on a quand même pas mal vibré la semaine dernière. Il n'y a plus de club de national engagé en Coupe de France. On regarde tout de suite, on attaque avec le Red Star qui nous a vendu du rêve. Le Red Star qui nous a régalé contre l'Olympique Lyonnais à Bauer. Des Odoniens menés 2-0 sur 2 erreurs défensives. Les hommes de Vincent Bordeaux qui, contre toute attente, ont quand même réussi à faire basculer le match en deuxième période grâce à des réalisations de Benjamin Gomel et une merveille de coup franc de la part de Jimmy Roy. Malheureusement, lors de la séance de tir au but, Diego Michel va rater sa tentative. Marcello, lui, ne tremble pas. Le Red Star tombe, mais avec les honneurs. Et ils ont montré surtout beaucoup de cœur, nos Odoniens. Exactement. En fait, ils sont tombés vraiment avec plus que les honneurs parce que finalement, sur une séance de penalty, bon, c'est une défaite parce que du coup, c'est pas eux qui seront en quart, mais bien Lyon. Mais en tout cas, aller au penalty face à cette équipe lyonnaise, bon, même si Rudy Garcia avait fait un peu tourner, il avait quand même laissé des sacrés cadres sur le terrain. Être mené 2-0, revenir avec le cœur comme ça 2 partout, ça aurait dû. C'est pour ça que c'est un peu pénible de les voir comme ça en championnat parce que ce qu'ils ont montré en Coupe de France, le cœur qu'ils y ont mis pour revenir égaliser. On était peut-être en droit et les supporters du Red Star de penser qu'en championnat ça allait leur servir et que justement derrière ça allait réinsuffler une nouvelle énergie. Voilà. Mais en tous les cas, c'est peut-être aussi un mal pour un bien parce que maintenant ils vont pouvoir se concentrer pleinement à cette place sur le podium. Je vous avoue, j'ai vraiment vibré sur ce match. Ça m'a rappelé un peu la demi-finale, toute proportion gardée, mais la demi-finale qui a vu notamment entre le Red Star et Guignon, je crois, lors de l'année 2000. À l'époque, le gardien du Red Star, Branger, je crois, ou Granger, Grange, tout à fait, avait réalisé un match de toute beauté. Bref, des matchs à suspense, des vrais matchs de coupe et des vrais matchs aussi où tout le poids de l'histoire, et qui est celui du Red Star, a été mis en lumière. L'autre club de national qui était encore engagé en 8e de finale, c'est l'US Boulogne-Cotopale. Regardez les images. Boulogne, l'autre rescapé de national qui est tombé au Canet-en-Roussillon, déjà vainqueur et tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent. L'unique buteur, c'est Johan Bay. Mais quel triste contenu, Vincent, j'ai envie de dire, pour les nordistes qui ont subi et qui ont manqué, en plus de ça, de réussite devant les buts adverses. Ouais, alors, en tout cas, c'est pas une équipe de Boulogne sur la première mi-temps, sur son entame de match, qui était parti chercher un quart de finale. En tout cas, on avait l'impression de les voir un peu nonchalants. Peut-être dans les têtes, il y a toujours cette histoire
de maintien, peut-être un petit peu, je sais pas, peut-être de suffisance, mais je pense pas. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été complètement différent. Ils se sont créés quand même pas mal de situations. Ils ont essayé de revenir au score, mais malheureusement, ça a été beaucoup trop tard pour eux. Et face à cette équipe de Canet-en-Roussillon qui avait quand même réussi l'exploit de sortir l'OM au tour précédent, bah ça n'a pas suffi en fait la volonté en deuxième période. Et puis tu l'as dit encore une fois, ils n'ont pas eu forcément de réussite. Devant les buts, ça a été encore un peu trop approximatif. Et eux, tout comme le Red Star, puisqu'il y a quand même encore un gros challenge à eux, c'est de se sauver à la fin de la saison. Il y a encore 2 matchs retard pour eux à jouer. Donc 7 matchs du coup encore à jouer. Mathématiquement, c'est pas fini. Bah voilà, peut-être c'est un mal pour un bien et que maintenant, bah voilà, la tête complète à cette opération sauvetage. Exactement. L'autre information bien sûr de cette semaine, on le sait, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs à la tête des clubs cette saison, dans cette saison 2020-2021. Il y a aussi eu également des changements de président, direction Laval, où on vous en parlait il y a maintenant quelques semaines. On connaît désormais l'identité du successeur de Philippe Jean. Il s'agit de Laurent Léry. Laurent Léry, le nouveau président des Tangos, qui détaillait la semaine dernière en conférence de presse son nouveau plan pour une nouvelle période 2021-2025. C'est un projet 2021-2025 qui est avant tout basé pour moi sur le plaisir, et ce mot-là est important, vous le retrouverez souvent, le plaisir de rassembler, de faire vibrer notre club, à l'instar de tout ce qui a été fait depuis des années, parce que tous mes prédécesseurs ont œuvré dans cette volonté. Et je ne suis pas là pour vous annoncer des miracles, je ne suis pas là pour vous dire que je suis l'homme de la Providence, mais en tout cas je suis là pour présider ce club avec tout ce que je suis. Et dans mon ADN, j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec tous les corps constitués du Stade Lavallois, et c'est ce que je vais m'attacher à faire dès aujourd'hui. Ça c'est déjà les fondamentaux de mon projet. L'exemplarité, la solidarité, la créativité, être comme un peu les Mayennais, les pieds sur terre, mais un peu la tête dans les étoiles. C'est de pouvoir essayer de rêver, de mettre en place des choses qui vont nous permettre de s'inspirer de ce qui a été bien fait par le passé et de vivre dans notre temps. L'esprit mayennais, les pieds sur terre, la tête un petit peu dans les étoiles, Vincent. Cette conférence de presse a été suivie d'une annonce, celle de la prolongation du contrat d'Olivier Frappoli, qui est coach bien sûr depuis 2 ans du Stade Lavallois pour les 3 prochaines années. Qu'est-ce que vous inspire cette annonce et cette prolongation pour Olivier Frappoli? Et moi je trouve ça bien en fait, mais même dans le tempo, dans le temps là, je trouve ça très bien. Parce qu'il faut savoir qu'Olivier Frappoli avait quand même récupéré le Stade Lavallois à la perte du statut professionnel. C'est jamais évident de recomposer comme ça une équipe pour pouvoir tout de suite rejouer la montée. Olivier Frappoli, en fait, il aime les longs challenges, on va dire, les pouvoir préparer. Là, quand je disais dans le tempo, en fait, c'est que qu'il y ait podium ou qu'il y ait pas podium, en tous les cas, ça lui laisse déjà le temps de pouvoir travailler avec les forces en présence, de pouvoir déjà essayer de préparer un petit peu, que ce soit podium ou je le disais, ou encore jouer le maintien. Il faut se préparer, en fait, normalement, quand on est à ce niveau-là, niveau classement, à cette partie-là de la saison, généralement, les coachs, le staff ont tendance à préparer, en fait, en cas de montée en Ligue 2, ou en cas de maintien, des effectifs un peu différents. Donc, je trouve que le tempo est bon. Ça va laisser le temps, justement, Olivier Frappoli de travailler sur tout ça. Et je sais que, pour avoir lu quand même quelques commentaires sur les réseaux sociaux, il y a quelques supporters qui sont pas contents de cette décision, mais je pense surtout qu'il y a une très grosse partie de supporters et même les coachs eux-mêmes des clubs adverses en fait reconnaissent le très bon travail d'Olivier Frappoli. Ouais, complètement. De toute façon, si Olivier Frappoli arrive à faire remonter le Stade Lavallois en Ligue 2, tout le monde sera d'accord et tout le monde sera d'accord sur le sujet bien sûr d'Olivier Frappoli. Voilà, c'est la fin de ce débrief, chers amis. Restez avec nous parce que juste après, vous avez une très très belle séquence. On est au Stade Bauer, mon cher Vincent. Aujourd'hui, vous allez voir le Stade Bauer, on va le redécouvrir dans le zapping de la semaine qui vous emmène dans les coulisses de vos moments préférés et de vos clubs préférés. Vous allez voir, une large page est consacrée bien sûr aujourd'hui au Red Star. Merci beaucoup Vincent. Merci Manu. On se retrouve dès demain pour le match bien sûr entre Boulogne-sur-Mer et Sète.
Ça sent le soufre un petit peu, notamment dans la course au maintien. Vous avez également un Concarneau Red Star qui vous attend ce mercredi. Là, ça sentira le soufre dans la course au barrage. Et puis ce week-end, la 30e journée, avec peut-être 2 équipes qui ont validé leur ticket en vue de la Ligue 2. Je parle bien sûr du Sporting Club de Bastia et de Quevilly Rouen Métropole. Le zapping, prenez soin de vous et restez connectés surtout sur FFF TV.